Je viens d'utiliser ta carte pour une facture, a menti ma mère. 12 heures plus tard, mon compte était vide. 4600 € manquants. Papa a souri d'un air narquois. Charité. J'ai juste fait cette seule chose, en silence. À 9 heures du matin, maman a ouvert son application Gmail et a crié si fort que les voisins sont sortis. Un mois avant que tout ne parte en vrille, j'étais à la maison pour l'anniversaire de ma mère. Nous sommes allés déjeuner, juste nous deux, comme au bon vieux temps. Elle a choisi un endroit que je pouvais à peine me permettre, mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était une fois par an. Elle a commandé des apéritifs, des cocktails, un dessert, tout le tralala. Quand l'addition est arrivée, elle m'a lancé ce regard innocent et a dit « J'ai oublié mon portefeuille dans la voiture ». Je lui ai tendu ma carte. Elle s'est dirigée vers le comptoir pour payer. Je l'ai vu glisser la carte dans son sac à main au lieu de me la rendre. Je n'ai rien dit. Plus tard dans la soirée, j'ai réalisé qu'elle n'était pas dans mon portefeuille. Je lui ai envoyé un texto. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé dans son sac par accident et qu'elle me la rapporterait la prochaine fois qu'on se verrait. Je l'ai cru. C'était plus facile de le croire que d'imaginer quelque chose de plus sombre. Les semaines ont passé. Je n'ai pas redemandé. J'avais Apple Pay sur mon téléphone. Je n'utilisais de toute façon pas la carte physique. Je me suis dit qu'elle avait probablement juste oublié. Puis est arrivé le samedi. J'étais allongé dans mon lit quand j'ai reçu son texto. « Salut, je viens d'utiliser ta carte pour une facture. On te remboursera lundi. Je t'aime. » Ça sonnait faux. Normalement, elle aurait au moins demandé d'abord, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que c'était peut-être une facture d'électricité ou quelque chose comme ça. 80 €, 100 € au maximum. J'étais agacé, mais pas choqué. Pourtant, quelque chose m'a tracassé toute la journée. Vers 22 heures, j'ai cédé et j'ai ouvert mon application bancaire. 12,33 €. Mon estomac s'est noué. J'ai rafraîchi l'écran 2 fois, espérant que c'était un bug. Puis j'ai ouvert l'historique des transactions. Il y avait 3 retraits massifs, 1800 €, 1200 €, 1600 €, tous répertoriés comme transfert ACH, tous espacés de quelques heures, et tous le même jour. J'ai fixé l'écran un moment avant de l'appeler. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Rien. J'ai appelé mon père. Directement sur la messagerie vocale. J'ai à peine dormi. Je suis resté assise toute la nuit, rafraîchissant mon compte bancaire comme si les chiffres pouvaient changer. À un moment donné, j'ai envoyé un message à mon ami Théo. Il est avocat. J'avais juste besoin de savoir quelles étaient mes options. Je lui ai envoyé des captures d'écran, je lui ai dit que la carte était en sa possession depuis un certain temps, que je n'avais jamais donné l'autorisation pour ces transferts. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, transfère-moi la liste complète des transactions et leurs adresses e-mail. Dimanche matin, j'y suis allé en voiture. Je ne les ai pas prévenus. J'avais toujours un double des clés. Leur voiture était dans l'allée, alors je suis entré. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Il était un peu plus de 8h30. À 9h précises, j'ai entendu la vibration de son téléphone sur la table d'appoint. Elle avait reçu une notification Gmail. Elle l'a pris, l'a ouvert et a crié. Un vrai cri, guttural. En quelques secondes, j'ai entendu des voix dehors. Les voisins sont sortis sur leur porche. L'un d'eux s'est même approché de la porte et a frappé pour s'assurer que tout allait bien. Ma mère n'a pas répondu à la porte. Elle était figée, les yeux rivés sur son téléphone. Mon père est entré de la cuisine et a demandé ce qui se passait. Elle lui a tendu le téléphone. Il a lu l'écran et a laissé échapper un rire sec. « Charité » a-t-il marmonné en secouant la tête. C'est là que j'ai su qu'ils n'avaient pas utilisé l'argent pour une urgence. Ils n'étaient pas en retard sur leur facture. Ils n'étaient pas en danger de perdre la maison. Ils l'ont pris parce qu'ils le pouvaient. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Ce qu'elle venait de lire était une lettre de mise en demeure formelle, envoyée par Théo, adressée à eux deux. Elle exposait l'utilisation non autorisée de mon compte, le fait que la carte était en sa possession sans permission, et le montant total retiré. Elle leur donnait 72 heures pour rendre chaque centime, sous peine de poursuite civile. Elle n'a pas crié parce qu'elle se sentait coupable.
Elle a crié parce que quelqu'un l'avait démasquée. Après le cri, après que les voisins sont retournés chez eux en chuchotant « Oh Dieu sait quoi », ma mère est restée là, figée, serrant son téléphone comme s'il l'avait brûlé. Mon père a lu l'email, lui a jeté ce regard qui disait « Je te l'avais bien dit », puis s'est tourné vers moi. Il a souri. Pas un sourire chaleureux. Une de ces petites expressions suffisantes que les gens font quand ils pensent qu'ils ont encore le contrôle de la situation. Allez, Nina. Ne dramatise pas, c'était la première chose que l'un d'eux m'ait dite. Je n'ai pas parlé. Je n'allais pas supplier pour mon propre argent. Je n'allais pas discuter de ce qu'ils avaient fait. J'ai juste attendu. Ma mère a finalement repris ses esprits et s'est lancée dans un discours. Pas une excuse, pas une explication, un discours sur la difficulté des choses ces derniers temps, sur le manque d'argent, sur le fait que je n'ai jamais compris ce que c'est que d'être responsable d'une famille. Elle a dit que oui, c'était peut-être mal de ne pas demander, mais ce n'est pas comme s'ils l'avaient volé. Ils avaient juste utilisé ce qui était déjà dans la famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur qu'ils allaient admettre. Ils pensaient sincèrement qu'ils en avaient le droit. Quand je n'ai pas répondu, ma mère a changé de tactique. Elle a haussé le ton, a dit qu'elle avait prévu de me rembourser, que je n'avais aucun droit d'étaler nos affaires et de lui envoyer un avocat, que ce que j'avais fait était irrespectueux, agressif, ingrat. Elle a dit que le pire dans tout ça, ce n'était pas l'argent, c'était que je me sois retourné contre mes propres parents. Je lui ai posé une question. Où est ma carte? Elle a cligné des yeux. A dit qu'elle n'était pas sûre. Peut-être dans un tiroir quelque part. Je ne l'ai pas cru. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à fourre-tout, et là, ma carte, juste sous un prospectus. Je l'ai ramassée. Elle m'a suivi et a essayé de dire quelque chose sur le fait qu'elle avait l'intention de me la rendre, mais je me suis simplement retourné et je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, criant après moi, disant que j'exagérais. Le temps que je rentre, j'avais 9 appels manqués d'elle, 5 de mon père, et 2 de numéros inconnus. Puis est venu le texto « Ne détruis pas cette famille pour un malentendu. Parle-nous d'abord avant de faire quelque chose de stupide. » Tu penses qu'un avocat va arranger ça? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je les ai bloqués tous les deux, ainsi que les numéros inconnus. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de ma mère. Nous ne nous parlons pas souvent, mais il a toujours été correct, pas comme le reste de la famille. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit, « Eh, je viens de quitter la maison de tes parents. Que se passe-t-il » Apparemment, un des voisins l'avait appelé après avoir entendu les cris, lui avait dit que quelque chose de grave s'était passé. Il était allé vérifier. Ma mère était hystérique. Mon père, impassible. Aucun des deux ne voulait lui dire toute la vérité. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la carte, du texto, des retraits, de la façon dont ils se sont tus quand je les ai confrontés, et de la façon dont ils se sont retournés contre moi dès qu'un avocat a été impliqué. Il y a eu un long silence après que j'ai fini. Puis il a dit, « Tu dois porter plainte. Même s'ils n'agissent pas, ça crée un dossier. Tu ne veux pas qu'ils retournent la situation et fassent croire que tu leur as donné la permission. » Je savais déjà qu'il avait raison. Je lui ai dit que je le ferais le jour même, et je l'ai fait. J'ai imprimé le relevé bancaire, le texto de ma mère, et une capture d'écran de l'email de mise en demeure que Théo avait envoyé. Je suis allé au commissariat vers 17h30. C'était calme. J'ai dit à l'officier à l'accueil que je devais signaler des retraits non autorisés par un membre de ma famille. Il n'a pas eu l'air impressionné. Il m'a posé quelques questions, a pris quelques notes, puis a dit, « Ça ressemble à une affaire civile, pas criminelle. » Je lui ai demandé sans détour, si quelqu'un que je ne connais pas prend ma carte et l'utilise sans permission, c'est du vol. Mais si ma mère le fait, c'est juste une affaire de famille? Il n'a pas répondu. Il m'a juste donné un formulaire et m'a dit qu'il le garderait dans leur dossier. Je suis parti avec un numéro de dossier. C'était suffisant. Quand je suis rentré, j'ai appelé Théo et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas perdu une seconde. Cette nuit-là, juste avant minuit, il a déposé une plainte civile. Le lendemain matin, j'ai reçu un email. C'était de Théo. Mes parents étaient officiellement poursuivis en justice. Ils allaient être assignés dans les 48 heures. Je ne le savais pas encore, mais ce qui s'est passé ensuite, les appels, les supplications,
les menaces, les secrets ce n'était que le début. Ils ont été assignés le mardi matin. Je l'ai appris 2 heures plus tard, quand ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché sans réfléchir, pensant que c'était peut-être quelqu'un du travail. Au moment où j'ai entendu sa voix, tremblante et en larmes, j'ai failli raccrocher. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est allée droit au but. Nina, qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas besoin de faire ça. Tu aurais pu simplement nous parler. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, disant que c'était humiliant, que le voisin avait vu le type leur remettre les papiers et que maintenant tout le monde pensait que nous étions des criminels. Puis elle m'a frappé avec une phrase que je n'attendais pas: je t'ai déjà dit que je te rembourserais. Que veux-tu de plus de nous? Comme si je les pressais pour de l'argent qu'ils ne devaient pas. Comme si j'étais déraisonnable. Je lui ai dit de parler à Théo, mon avocat. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro 5 minutes plus tard. Dans l'après-midi, mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était mon père. Je n'ai pas décroché. Il a continué d'appeler. 5 appels manqués en moins de 30 minutes. J'ai finalement répondu au 6e. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré. Il parlait comme s'il concluait une affaire, calme, répété. Il a dit que ce qui s'était passé était moche mais réparable et qu'il était prêt à arranger les choses, mais que je devais abandonner le procès avant que les choses n'aillent trop loin. Puis est venu l'avertissement, glissé dans une petite phrase tranquille comme si de rien n'était. Tu sais, ces choses ne nous blessent pas seulement nous, elles te blessent aussi. Tu regretteras de traîner le nom de ta famille devant les tribunaux. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais eu peur d'avoir tort, juste peur d'avoir tort publiquement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis fin à l'appel. Cette nuit-là, il s'est présenté devant mon appartement. Il est resté longtemps à la porte, a frappé, a appelé mon nom, a dit qu'il voulait juste parler. Puis, quand je n'ai pas répondu, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu ne vas pas gagner ça. C'est ta parole contre la nôtre. Sois intelligente. Je n'ai pas ouvert la porte, mais j'ai tout enregistré. J'ai envoyé l'audio à Théo. 10 minutes plus tard, il a appelé. Il t'a menacé. Ce n'est pas rien. Je n'avais pas peur exactement, pas de lui. Mais j'étais en colère, d'une manière qui me pesait, comme si j'en avais fini de jouer la défense. Théo a demandé à nouveau si je voulais un règlement à l'amiable s'ils en proposaient un. Je n'ai pas répondu. Je n'avais toujours pas décidé. Le lendemain, je suis allé au travail comme d'habitude. Vers midi, on m'a prise à part. Ils avaient reçu un message vocal de quelqu'un m'accusant d'utiliser à mauvais escient les fonds de l'entreprise et d'être sous le coup d'une enquête pour fraude. Je travaille dans le marketing. Je ne touche pas à l'argent des clients. C'était absurde, mais ils ont dit qu'ils devaient quand même signaler l'incident en interne. J'ai assisté à toute cette conversation sans réagir, mais je savais déjà qui l'avait fait. Seules 2 personnes savaient où je travaillais, et une seule d'entre elles s'était tenue devant ma porte en parlant de comment je ne gagnerais pas. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé mon oncle. Il était resté silencieux depuis le jour où j'avais déposé la plainte. Il n'a même pas semblé surpris quand je lui ai parlé de l'incident au travail. Il a dit que ma mère et mon père racontaient aux gens une version très différente de l'histoire. Je lui ai demandé ce qu'il disait. Il a hésité, puis m'a dit franchement. Il disait à la famille que j'avais proposé d'aider à payer une facture, puis que j'en avais fait un procès pour les faire passer pour de mauvaises personnes, que j'avais mal compris quelque chose de petit et que j'avais réagi de manière excessive. Il réécrivait l'histoire, non seulement pour sauver la face, mais pour faire de moi la méchante. Mon oncle a dit qu'il avait essayé de s'opposer, mais que la plupart des gens ne voulaient pas l'entendre. Quelques-uns lui ont dit qu'ils me croyaient. Les autres ne voulaient tout simplement pas s'en mêler. Avant de raccrocher, il a dit, « Tu dois finir ce que tu as commencé, parce que si tu laisses tomber maintenant, ils recommenceront. » Il avait raison. Le vendredi, Théo m'a transmis la réponse de leur avocat. C'était une blague, pleine de déclarations vagues sur le consentement verbal et la confusion entre les parties. Aucune mention du montant, de la carte manquante, ou de la raison pour laquelle je n'avais même pas été contacté lorsque l'argent avait été pris. Puis Théo a demandé à nouveau, s'il propose un règlement, veux-tu l'accepter? Cette fois, je n'ai même pas scié. Non. Je veux qu'un juge entende chaque mot. La date du procès a été fixée, une vraie, sur le calendrier, dans une semaine.
Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes amis. J'ai continué à travailler comme si de rien n'était, mais mon esprit était ailleurs. J'ai pensé à chaque seconde de ce stupide déjeuner où je lui avais tendu ma carte, à leur certitude que je reculerais, au message vocal à mon travail, au regard sur le visage de mon père quand il a dit « Tu ne gagneras pas » et puis, 4 jours avant l'audience, quelque chose d'étrange s'est produit. Ma mère m'a envoyé un texto d'un autre nouveau numéro. Mais cette fois, pas de drame, pas d'histoire larmoyante, juste une ligne. On peut parler ? Juste un café. Pas de piège. S'il te plaît. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je ne voulais pas y aller, mais j'étais curieuse. Et honnêtement, je voulais la regarder en face et voir ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une place face à la porte. Elle est arrivée en retard, l'air de ne pas avoir dormi. Pas de maquillage, pas de spectacle. Elle s'est assise et n'a rien commandé. Elle a sorti une lettre de son sac, tapée et signée, une excuse formelle. Elle disait qu'elle avait pris l'argent sans permission, qu'elle le regrettait, qu'elle rendrait chaque centime. Je ne l'ai pas touché. Puis elle a sorti un chèque. Il était à mon nom, pour 4 600 €. Le montant exact. Je n'y ai pas touché non plus. Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Elle m'a regardé et a dit, parce que si ça va au tribunal, ton père perdra tout son travail, sa retraite. Tu le ruineras. Pas, nous avons fait une chose terrible. Pas, je suis désolé pour ce que nous t'avons fait subir. Juste, tu le ruineras. J'ai repoussé le papier vers elle. Je lui ai dit que l'argent n'était plus le problème, qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Elle n'a pas discuté. Elle est juste restée assise là, m'a fixé, et a dit, alors tu devrais savoir quelque chose. C'est laquelle a sorti autre chose. Un dossier en manille. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des emails de moi, des choses privées, des messages que j'avais envoyés à des amis, de vieux brouillons sauvegardés, même une capture d'écran d'une note personnelle que je gardais dans mon cloud, des choses auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je lui ai demandé où elle les avait eus. Elle n'a rien dit, a juste souri un peu. Je suis parti. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Théo et je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé par email des scans des pages qu'elle m'avait montrées. Il n'a pas parlé pendant quelques secondes. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Tes parents n'ont pas seulement pris ton argent. Ils t'espionnent. Il a expliqué que ce que je lui avais montré, en particulier cette note privée de mon cloud, signifiait qu'ils avaient soit piraté mon email, soit accédé d'une manière ou d'une autre à mes anciens appareils. Que ce n'était plus seulement une affaire civile. C'était criminel, vol d'identité, fraude électronique, cybercriminalité. Il m'a demandé si je m'étais déjà connecté à mes comptes depuis leur maison. Je l'avais fait, une fois. J'avais utilisé leur vieil ordinateur de bureau lors d'une visite pour Noël l'année précédente, juste pour consulter mes emails. Ils auraient pu enregistrer les informations de connexion, accéder à tout. Il m'a dit de déposer une deuxième plainte. Je l'ai fait le lendemain matin, et ça a changé toute l'affaire. Lorsque la nouvelle plainte est entrée dans le système, le dossier judiciaire s'est étoffé. Il ne s'agissait plus seulement d'une utilisation non autorisée d'une carte de débit. Il incluait désormais le vol numérique, les crimes informatiques. Le même jour, Théo m'a envoyé une mise à jour. Leur avocat était devenu silencieux. 3 heures plus tard, j'ai reçu un email de mon père. Pas de salutation, pas de formule de politesse, juste ceci, tu as fait valoir ton point de vue. Tu as gagné. Mais ne t'attends pas à être notre fille après ça. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Le lundi, nous avions une offre de règlement, pas seulement pour 4 600 €. Ils avaient ajouté 2 000 € de plus pour dommages et intérêts, plus un accord écrit stipulant qu'ils ne me contacteraient plus jamais. J'ai signé, et c'était tout. 2 jours plus tard, l'argent est arrivé sur mon compte. Ma carte a été réémise. Mon oncle m'a envoyé un texto d'une ligne, ils font comme si de rien n'était. Bien sûr qu'ils le faisaient. Mais ce qui s'est passé ensuite? C'était le vrai rebondissement. 3 semaines après que tout s'est terminé, ma mère a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Elle était malade. Pas une fausse maladie, quelque chose de grave.
Elle a dit que mon père voulait parler. Qu'ils avaient besoin d'aide. Et j'ai écouté tout le message sans rien ressentir. Ça faisait 3 semaines de paix. Pas de texto, pas d'appel, pas de visite surprise. J'avais commencé à mieux dormir. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. J'ai même passé une journée entière sans penser à eux. Et puis le message vocal est arrivé. C'était la voix de ma mère, mais plus petite, tendue, comme si elle essayait de ne pas pleurer. Elle a dit qu'elle avait fait des tests, que les résultats n'étaient pas bons. Quelque chose à propos d'une masse, quelque chose à propos d'autres scanners nécessaires. Elle a dit que mon père voulait me parler. Et puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Nous espérons que tu pourras aider. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu non plus. Je suis juste restée assise là pendant un long moment, fixant mon téléphone comme s'il pouvait commencer à s'expliquer, parce que quelque part dans cette voix, malade ou non, se trouvait la même femme qui m'avait regardé dans les yeux après m'avoir volé et avait appelé ça une affaire de famille. Le lendemain, j'ai reçu un email de mon père. Juste une ligne. Nous avons besoin de ton aide pour les frais de traitement. Ne nous ignore pas, pas de contexte, pas de pièces jointes, aucune mention de ce qu'ils avaient fait ou de ce qu'ils m'avaient fait subir, juste la supposition que je sauterais de nouveau dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je n'étais plus cette personne. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé Théo à la place. Il n'a même pas hésité. Il a dit qu'il n'y avait aucune obligation légale, que leur facture médicale, leur situation, leur silence, rien de tout ça n'était ma responsabilité. Puis il a dit quelque chose auquel je n'ai cessé de penser depuis. Il s'est toujours agi de contrôle. Quand ils ne pouvaient pas te culpabiliser, ils ont essayé de te faire peur. Et maintenant, ils essaient la sympathie. C'est juste une autre tactique. Il n'était pas froid. Il était honnête, mais ça m'a quand même fait me sentir mal. Non pas parce que je me sentais coupable, ce n'était pas le cas, mais parce qu'il pariait sur le fait que je me sentirais coupable. 3 jours ont passé. Puis mon oncle s'est présenté. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto. Il a juste frappé à ma porte comme si on était en 1999 et que tout le monde se rendait encore visite à l'improviste. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu, comme si toute cette histoire l'avait vieilli lui aussi. Il n'est pas resté longtemps. Il a juste dit qu'il voulait parler, et je l'ai laissé faire. On s'est assis à ma table de cuisine, et il a dit, elle est vraiment malade. Stade 2, quelque chose au foie. Pas en phase terminale pour l'instant. Traitement possible, mais cher. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas et il pensait que ça te ferait revenir. Il ne l'a pas dit comme si c'était un plan qu'ils avaient concocté. Il l'a dit comme si c'était un espoir silencieux auquel il se raccrochait. Il croyait vraiment que tomber malade effacerait tout. Il m'a dit qu'ils avaient des difficultés, que mon père avait déjà commencé à vendre certains de leurs biens, que leurs économies étaient presque épuisées, qu'il disait à tout le monde que je n'étais pas encore prête à pardonner. Cette formulation m'a marqué, pas encore prête à pardonner, comme si le pardon était en retard, comme si j'avais une horloge morale qui tournait en moi. Il a dit qu'il ne demanderait plus, que si je ne me manifestais pas, il couperait les ponts pour de bon. Je lui ai dit que je n'avais plus peur de ça. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il n'a pas insisté. Il a juste dit, je pense qu'ils espéraient que tu serais la plus grande personne, même s'il ne l'était pas, et puis il est parti. 2 jours plus tard, ils ont mis leurs menaces à exécution. J'ai été retiré du groupe Facebook de la famille. Mon nom a disparu du calendrier partagé que nous utilisions pour les vacances. Ma cousine m'a envoyé un texto pour me demander pourquoi je n'étais pas listé comme contact d'urgence dans le fil de mai de mise à jour médicale. Je lui ai dit de demander à mes parents. Puis est venu le blocage. Téléphone, tout. Pas de message final, pas d'adieu dramatique, juste le silence. Ça ne m'a pas fait mal comme je le pensais, parce que pour la première fois de ma vie, j'étais enfin hors de leur portée. Pas de culpabilité, pas d'obligation, plus de rôle à jouer. Juste moi, libre. Ça fait 9 mois. Pas un mot d'aucun d'eux. Pas de message, pas de mais, pas d'excuses, pas de nous avions tort. Pas même un texto d'anniversaire passif-agressif, ce qui pour ma mère était pratiquement une tradition. Quand ils m'ont coupé de leur vie, ils le pensaient. C'était net, final, précis, comme arracher une page d'un livre et prétendre qu'elle n'a jamais existé. Au début, je m'attendais à ce que ça ressemble à un deuil.
J'ai attendu que la vague déferle. Je me suis préparé à ces matins calmes où le silence semblerait plus lourd que leur présence ne l'avait jamais été. Mais ces matins ne sont jamais venus. J'ai continué à attendre de ressentir une vraie perte, mais elle n'est pas apparue. Ce qui est venu à la place, c'est une sorte de paix que je n'avais jamais connue dans cette maison. Une quiétude qui ne demandait rien en retour. Et j'ai réalisé quelque chose de brutal mais d'honnête. Il ne me manquait pas. La version d'eux que j'avais inventée pour leur survivre me manquait. Les parents que j'imaginais quand j'étais plus jeune me manquaient. Ceux qui diraient un jour, nous sommes fiers de toi, et le penseraient. Ceux qui s'excuseraient et ne suivraient pas par un, mais tu dois comprendre. Ceux qui se soucieraient plus de moi que du contrôle. Ces parents n'ont jamais existé. Et quand j'ai finalement arrêté de les poursuivre, quand j'ai arrêté de donner des chances qu'ils n'ont jamais méritées, ma vie entière a changé. J'ai déménagé dans un autre état, j'ai trouvé un meilleur travail, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution avec une vérification en 2 étapes, de nouveaux mots de passe, tout le tralala. J'ai fait effacer tous mes appareils. Aucune trace d'identifiant Apple partagé, aucune connexion enregistrée, rien sur quoi il pourrait accidentellement tomber de nouveau. J'ai même changé mes contacts d'urgence à l'hôpital, au cas où. Ils ne savent pas où je vis maintenant, et ils ne le sauront jamais. Mon oncle prend encore de mes nouvelles parfois, discrètement. Il ne pose pas de questions, envoie juste un court message toutes les quelques semaines pour dire qu'il espère que je vais bien. J'apprécie ça plus qu'il ne le sait. Mais même lui m'a dit, après que tout s'est passé, tu n'obtiendras peut-être jamais de conclusion de leur part. Tu devras peut-être te la donner toi-même. Il avait raison. J'ai appris par lui que ma mère est toujours en traitement, que mon père a dû reprendre du travail en tant que consultant pour couvrir les factures. Apparemment, ils ont essayé de vendre la maison, mais le marché est mauvais et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont dit à tout le monde qu'ils avaient perdu le contact avec moi, que je me suis mis en colère pour un malentendu et que j'ai choisi la distance. Ils omettent le procès, le vol, les menaces, le sabotage au travail. Mais bien sûr, un malentendu. La dernière chose que j'ai jamais reçue d'eux était une vieille boîte qui est arrivée sans adresse de retour, aux alentours du 5e mois. À l'intérieur, quelques photos d'enfance, un projet scolaire que j'avais fait en 5e, et une note avec 5 mots écrits de la main de mon père, tu as fait ton choix. Adieu. Pas de signature, pas de date. Je suis resté assise avec cette boîte pendant des heures, essayant de ressentir quelque chose de plus grand. Tristesse, culpabilité, regret. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement, parce qu'il avait raison. J'avais fait un choix. Et pour une fois dans ma vie, il n'était pas basé sur ce dont ils avaient besoin, sur ce qu'ils attendaient, ou sur la façon dont je pouvais éviter d'aggraver les choses. Il était basé sur ce que je méritais. Les gens disent que la famille, c'est pour toujours. Que les liens du sang sont plus forts que tout. Que vous devriez pardonner quoi qu'il arrive, parce qu'un jour vous le regretterez. Mais voici ce que personne ne vous dit. La famille peut avoir tort. La famille peut vous voler. La famille peut vous mentir en face et ensuite vous blâmer d'être blessé. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de partir. Alors je l'ai fait. Et c'est là que cette histoire se termine. Pas de réunion dramatique, pas d'étreinte de guérison, pas de miracle dans une chambre d'hôpital. Juste moi, vivant tranquillement, honnêtement, pleinement, avec mon compte bancaire en sécurité, ma paix intacte, et pas une seule partie de moi souhaitant être restée. Ils ont pris 4 600 €, mais j'ai repris ma vie entière.